Étienne, tu es Oui, là pour nous parler du suivi de l'information que tu réalises dans le cadre du programme Miel européen. Donc, tu prends l'information, tu la prélèves et puis tu la restitues au monde apicole. Ça, c'est le résumé de cette partie du travail. Bon, j'imagine que cette année 2020 était un tout petit peu particulière pour faire ce travail de prise d'information. c'est vrai que cette année-ci, les choses ont changé énormément. Ça n'a vraiment pratiquement plus rien à voir avec ce qui s'est passé par le passé. Donc, le fait du Covid a fait que pratiquement toutes les réunions internationales ont été supprimées et que les gens ont dû retrouver une autre façon de fonctionner. Alors, chose tout à fait étonnante, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, plutôt que d'avoir un arrêt au niveau du passage d'informations, les passages d'informations se sont multipliés. Les gens ont pris conscience, en fin de compte, que les distances n'existaient plus et qu'il était très facile de communiquer avec le monde, on va parler comme ça. Et c'est vrai qu'à mon niveau, comme j'ai quand même énormément de relations internationales, j'étais souvent dans les avions, cette année-ci, j'ai pas bougé, donc ça me change énormément, mais ce n'est pas pour ça que j'ai vu moins de gens. Donc, le nombre d'échanges était beaucoup plus intense. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple d'Apimondia, où avant, on avait 2 réunions par an. Ici, en début d'année, on avait réunion tous les mois. Et c'était des réunions de 3 heures, donc on peut pas dire que c'était vraiment des petites réunions. Puis maintenant, on est passé quand même à une cadence un peu plus lente. Mais ça veut dire qu'on s'est vu pratiquement 10 fois sur l'année passée. Donc ça, c'est un truc qui n'était jamais arrivé par le passé. Ça a permis aussi de mettre en place toute une dynamique, entre autres exactement avec la FAO. J'ai eu plusieurs réunions avec la FAO. J'ai eu les réunions COPAR, on a eu naturellement les réunions plénières, il y en a toujours 2 par an, mais on a eu aussi des réunions avec le bureau ou avec la commission, etc. Aussi 10, 15 réunions sur l'année. Donc le nombre de réunions Zoom, puisque c'est souvent sur Zoom, enfin sur tous les moyens de transfert, se sont multipliés de façon incroyable. Mhm. Donc finalement, tu as encore plus de choses à rapatrier pour le secteur apicole, parce que c'est finalement ce que tu fais. Tu es un petit peu le trait d'union entre tout ce qui se fait au niveau apicole à tous les niveaux, que ce soit au niveau mondial, européen, etc. Et tu le réinjectes dans le monde apicole. Oui, c'est vraiment, naturellement, il y a toujours un décalage entre des réunions qui se passent. C'est vrai que moi, je dois digérer aussi l'information. Et puis, toute l'information n'est pas toujours utile à tout le monde. Donc, ce qu'il y a, les passages d'informations principaux, naturellement, c'est, bon, je travaille, enfin, je suis membre aussi de la FAP, donc la Fédération apicole belge, qui couvre quand même pratiquement les 2 tiers, c'est pas les 3 quarts de l'apiculture wallonne. Et par ce biais-là, en informant les responsables, j'espère en tout cas qu'à leur niveau, ils rediffusent l'information. Ça, c'est un biais, un moyen de passage. Il y a le comité Miel, donc les gens qui suivent le programme Miel. Systématiquement aussi, on fait un point sur toutes les réunions internationales qui se sont tenues. Et là, j'informe les gens. Eux aussi, ce sont souvent des leaders dans leur région et ils retransmettent l'information. Et alors, actuellement, je transmets l'information, je transmets les informations importantes qui passent par Butine, je le transmets dans AB et compagnie, etc., etc. Donc, c'est vrai, c'est tout un travail de prédigestion, entre guillemets, qui s'opère Oui, oui. dans ma. Je comprends. C'est comme une percolation comme ça de l'information, mais qui passe par ton estomac, entre guillemets, ou ton cerveau plutôt. C'est vraiment ça. Et souvent, il y a un travail qui n'est pas du tout visible, naturellement, c'est de comment je vais dire, d'adaptation. Parce que quand un Asiatique vous parle d'un truc, c'est pas pour ça qu'on peut le transférer comme ça. Donc, mon travail, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'analyser la situation et de percoler l'information qui est utile ici en Belgique. Mhm. D'accord. Bien compris, en tout cas, en ce qui me concerne. Et alors, donc, cette information, eh bien, on peut un petit peu la chapitrer comme ça, de manière à ben, en faire un petit résumé rapide quand même pour les personnes qui nous écoutent. Donc, on peut commencer peut-être par le suivi sanitaire. Oui, Donc, c'était en fin de compte un volet on s'est posé beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on nous a dit que Catherine s'occupe plus du sanitaire. Donc, et c'est vrai que bon, là, c'est Arista qui a repris tout la main sur le sanitaire terrain, je veux dire. Mais naturellement, il y a toujours le problème de suivi des dossiers sanitaires. Et donc, ça, c'est resté en place. Et donc, là, on a remis en place ce qu'on appelle le groupe de travail sanitaire, qui est plus une prise de contact. Donc, on est vraiment dans de la prise d'information
prise d'information directe. Et là, c'est une initiative qu'on a relancée plus ou moins fin de l'année passée, et je veux dire qui remporte un succès assez intéressant, parce qu'auparavant, on avait un petit groupe de personnes qui pouvaient se déplacer dans ces groupes, mais maintenant, comme ça se passe par Zoom, je veux dire qu'on était entre 15 et 20 personnes à chaque réunion. Et là, les échanges sont très nombreux et il y a des gens de beaucoup plus loin. Donc, c'est bien parce qu'on couvre beaucoup mieux l'information et on a une situation de terrain qui est à la limite plus intéressante à percevoir de cette façon. Et pour les gens, quand on habite dans le fin fond des Ardennes, venir à Louvain-la-Neuve pour parler pendant 2 heures et reprendre sa voiture, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc ici, on a découvert un moyen, en fin de compte, de transmission d'informations qui est nettement plus performant que par le passé et qui va permettre justement de continuer à avoir ces échanges avec le terrain de façon beaucoup plus facile et moins coûteuse, naturellement. Donc ça, c'est le GT sanitaire à redémarrer, donc il est ouvert à tous. Je le rappelle, c'est vraiment important. Il suffit de s'inscrire sur la liste sanit@cari.be. C'est pas très compliqué, donc là, et on pourrait monter à 30, 40, 50 personnes éventuellement, c'est pas un problème. Et il y a des échanges d'informations qui sont vraiment extrêmement pratiques. Et c'est ça qui intéresse les apiculteurs, naturellement. Il y a aussi le dossier avec l'AFSCA. C'est vrai que bon, l'AFSCA a toujours son projet LTB, mais on a un autre gros projet sanitaire aussi qui a pris quand même pas mal de notre temps. C'est ce qu'on appelle le projet BICIN, qui est là un projet pour voir un peu l'impact des pesticides sur les abeilles. Donc c'était vraiment à la demande des apiculteurs depuis des années. Et maintenant, on arrive quand même à avoir des résultats. Naturellement, ça se base sur une année où il y a eu très peu de pertes. Donc, il était assez difficile de mettre en évidence les moteurs des pertes, comme il n'y avait pas de perte. Mais ça nous a permis de récolter une série d'éléments qui étaient extrêmement intéressants et qui seront certainement diffusés dans le monde apicole dans un deuxième temps. Il faut d'abord, à notre niveau, les digérer sur le plan scientifique avant de pouvoir naturellement les restituer au terrain. Sur le plan sanitaire, il y a aussi l'aspect varoise, naturellement, suivi des produits, etc. Là, je veux dire, on n'a pas travaillé, enfin, j'ai pas travaillé énormément, mais j'ai quand même eu pas mal de contacts avec la France, parce qu'avec le Covid, on a eu pas mal de difficultés d'approvisionnement, entre autres pour un produit qui est le Varomètre, qui est un produit entre guillemets bio, qui a été utilisé par pas mal d'apiculteurs. Et là, j'ai eu vraiment l'occasion d'avoir des contacts avec la responsable France et on a trouvé toute une stratégie pour éventuellement faciliter le problème d'accessibilité. Donc là, les contacts sont établis, mais ça met aussi en évidence clairement le fait qu'on n'utilise pas un produit comme ça. Je prends l'exemple du Varomètre, c'est important de le savoir. C'est un produit qui fonctionne si on respecte vraiment le cahier des charges Varomètre de A à Z. Et donc, c'est toute une philosophie de traitement qu'il faut mettre en place derrière un produit comme celui-là. Bon, ce n'est pas la PIVAR, la piston. Bon, ici, dernièrement, aussi, le suivi d'un congrès FNOSAT qui s'est fait par Zoom, très, très intéressant, a mis aussi en évidence clairement les limites de la piston, de la PIVAR, avec les poches de résistance très clairement établies. Bon, elles sont en France, en Belgique, elles sont là depuis longtemps, mais ça met clairement en évidence qu'on a des poches, et si on est dans la poche, il faut surtout arrêter de traiter. Donc, ce style d'information, ce sont des informations extrêmement utiles qui touchent directement les apiculteurs. Il reste le frelon. Le frelon, normalement, là, il y a le CRA qui a fait une super conférence qui a été suivie par un nombre important de gens et ils ont fait un très beau travail. Michel Deproft, avec la destruction des nids, a fait un travail tout à fait remarquable, a mis en place une technologie qui diffuse auprès des pompiers, etc. Donc ça, c'est un travail tout à fait essentiel qui a été réalisé. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une partie, entre guillemets, plus technique terrain qui n'était pas présente. Et donc là, je vous signale déjà que le 19 février, on aura une soirée organisée sur ce thème-là. Donc, face au frelon, que peut faire un apiculteur? Donc, avec des trucs, plutôt des trucs, le piège, quel piège, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut piéger? Est-ce qu'il ne faut pas piéger? Est-ce qu'il faut protéger les ruches? Et là, c'est un spécialiste frelon qui travaille sur le terrain, qui est un apiculteur, qui viendra vous en parler. C'est l'ancien président de l'UNAF. Oui, je pense que ça a déjà été annoncé, mais ça sera de nouveau annoncé avec le lien de connexion. Donc, rappelons que c'est complètement gratuit et ouvert à tout le monde. Un des grands chapitres aussi qui concerne les apiculteurs, c'est peut-être l'environnement, donc les ressources mellifères, le climat, etc. Là aussi, tu as pas mal d'informations. Enfin, à moins que tu n'aies pas fini sur le suivi sanitaire. Non, on peut passer, on peut en parler pendant des heures, donc on ne va pas. Au niveau
tout ce qui touche à l'environnement, il est clair que l'environnement apparaît de plus en plus comme étant un facteur clé dans l'évolution des colonies. Ça, c'est quelque chose qui se marque dans toutes les études scientifiques. Et donc, ce qui est certain aussi, c'est que comment améliorer l'environnement. Donc, c'est toute une question, c'est pas évident, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et là, on a eu une conférence par l'auteur d'un bouquin qui a travaillé là-dessus, comment travailler sur les plantations, etc., dans le futur. Et Monsieur Darico nous a fait une conférence assez superbe qui justement présentait ça, et on a publié en plus un de ses articles dans Abeilles et compagnie, qui en tout cas ouvre les yeux sur d'autres perspectives que simplement replanter des espèces indigènes, etc. Et là se pose toute une question fondamentale. Comment est-ce qu'il faut prévoir l'avenir? Comment est-ce qu'on doit voir l'avenir pour cela? Et tout ça nous fait dire c'est lié au changement climatique. Et là, on a été confrontés, on avait normalement 2 jours de formation sur le changement climatique. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le Covid? C'est impossible. Donc, on a explosé cette formule et on a défini ensemble, naturellement, un focus climat. Donc, cette espèce de série de conférences où les gens se retrouvent tous les 15 jours et parfois toutes les semaines avec des thèmes qui touchent directement à l'impact du changement climatique sur les colonies d'abeilles. Et là, de fait, on a eu la chance, vraiment, je crois, énormément de chance, c'est d'avoir des conférenciers qui étaient vraiment tout à fait hors normes par rapport, on vole très haut, en fait. On a la chance d'avoir des gens qui nous ont fait des conférences auxquelles j'aurais pas pu rêver auparavant, si on peut parler comme ça, et qui nous amènent chaque fois une brique. Et le mur est en train de se construire. Enfin, espérons que ce ne soit pas un mur, mais que ce soit quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant et de construire le futur. Mais on a abordé comme ça toute une série de volets qui sont extrêmement intéressants et qui nous permet de penser l'apiculture de demain. Ça, c'était vraiment l'objectif de ce Focus Climat. Et il reste 2 sessions, et c'est encore ces 2 sessions, en tout cas, la prochaine session, ce sera, parce qu'on a déjà fait l'enregistrement, donc je ne vais pas dévoiler le sujet, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui amène de nouveau une vision tout à fait novatrice de la façon dont il faut sélectionner les abeilles, par exemple, ou de la façon dont il faut conduire les abeilles. C'est remarquable et ça va vers une meilleure résilience. On parle beaucoup de résilience, donc la capacité d'adaptation d'une colonie face à un nouvel événement. Eh bien, là, on est dans des choses qui sont nouvelles, qui amènent vraiment un concept tout à fait intéressant. Il y a un autre sujet qui a été abordé, mais de façon, on a moins travaillé là-dessus, personnellement, en tout cas, j'ai moins travaillé là-dessus, c'est l'aspect compétition abeilles mellifères, abeilles sauvages. Alors, c'est un fait que des phénomènes de compétition sont possibles. Ça, c'est évident, personne ne le nie. C'est possible. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Quand y a-t-il compétition? Est-ce qu'un phénomène de compétition n'est pas quelque part favorable? Parce que bon, s'il n'y avait aucune compétition, à la limite, il y a des fleurs qui ne seraient pas butinées. Donc s'il y a un phénomène de compétition, d'office, il y a une répartition des pollinisateurs vers des espèces qui leur sont plus destinées. Donc, c'est pas évident de dire oui, celui-là est mauvais, celui-là est méchant, etc. etc. C'est un peu caricatural et il faut éviter de rentrer dans un débat comme celui-là. Alors, ce qu'on demande, et là c'est mon rôle, entre guillemets, un peu plus syndicaliste, au niveau du COPA, c'est un dossier qu'on nous a demandé de mettre sur la table parce que ça devient problématique en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce sont des pays qui sont vraiment confrontés à une démarche comme ça, naturaliste, un peu intégriste, qui pose vraiment problème. Donc ce sujet va vraiment être développé à un niveau européen beaucoup plus fort. C'est un sujet qui a été discuté aussi au niveau de l'API mondial et c'est un sujet qui a été discuté aussi au niveau de la FAO. Donc vous voyez, ça monte très haut. Et on essaye dès maintenant de conscientiser les plus hauts niveaux à ce phénomène pollinisateur sauvage, pollinisateur abeilles mellifères. Là, ce qu'on demande en tout cas, c'est qu'on ait vraiment une espèce de rapport de synthèse qui fasse vraiment qui servent de base aux réflexions et qu'on ne parte pas sur des idées un peu n'importe quoi qui vont dans tous les sens. Donc qu'on définisse clairement le concept, mais qu'on analyse un dossier qui soit vraiment un dossier sur lequel on peut vraiment construire l'avenir. Je crois que ça, c'est un peu notre objectif dans ce sens-là. Et tu ne parles pas du guide que tu as rédigé cette année? C'est vrai qu'en plus, on a travaillé sur un guide d'implantation. C'est vrai que c'est important. Un guide d'implantation des ruchers dans lequel justement nous avons vraiment tenté de trouver, d'intégrer ces paramètres d'équilibre entre les abeilles mellifères et les abeilles solitaires. On a amené des outils
qui permettent aux gens d'évaluer leur environnement, les capacités de prise en charge de pollinisateurs, parce que c'est vraiment ça, un environnement peut accepter un certain nombre de pollinisateurs, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient sauvages. Et ça, c'est un facteur qui est quand même essentiel, vraiment essentiel, et ça va se marquer de plus en plus avec le changement climatique. Parce que le changement climatique, on le voit très clairement, entraîne, disons, des niveaux de raréfaction de certaines fleurs. Donc, je prends l'exemple du sud de la France, ça me vient comme ça, toute la flore de printemps est complètement annihilée. Donc, il n'y a pratiquement plus de miel de printemps. Ça veut dire que tous les pollinisateurs là sont en souffrance quelque part. Ils n'ont plus de quoi s'alimenter. Et donc, on est dans une situation comme ça où les phénomènes de compétition, s'ils n'existaient pas par le passé, pourraient très bien se développer. Enfin, dans le cadre de ce guide, on a vraiment essayé d'amener une réflexion auprès des apiculteurs qui doivent implanter un rucher. On n'implante pas un rucher n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi. On ne multiplie pas le nombre de ces ruches comme ça. Il faut vraiment avoir une réflexion beaucoup plus intégrée par rapport à son environnement, par rapport aux autres apiculteurs présents et aux autres pollinisateurs présents. Mais le guide, il est sorti, donc maintenant il est disponible. Et j'espère qu'on le recevra bientôt. Très bien, ben ça c'est une bonne nouvelle. Et si on change parce qu'il y a beaucoup de chapitres sur lesquels l'information gravite pour les apiculteurs, il y a aussi la question de la PAC, donc de la politique agricole commune, de la place de l'apiculture dans le monde agricole, de l'impact des pesticides. Est-ce qu'il y a des évolutions de ce côté-là? Il y a des évolutions, là il y a d'énormes évolutions puisque la PAC est pratiquement maintenant définie et construite. Donc, au niveau du programme miel, puisqu'on parle du programme miel, la première chose, il faut savoir que par le passé, on avait un programme indépendant, entre guillemets, du gros paquet PAC. À partir du 1er janvier 2023, l'apiculture sera un élément du paquet PAC. Donc, il n'y aura plus aucune différence entre une filière porcine et une filière apicole. Ils auront chacun la même façon de fonctionner. Donc, dans la remise des dossiers, la remise des rapports, etc., on fonctionnera comme les bovins, comme les porcins, comme la volaille. On sera exactement dans le même bateau, avec les mêmes critères. Donc, c'est très étonnant. Donc, pour nous, ça va un peu changer parce que naturellement, on se retrouve avec des calendriers de travaux qui vont être complètement différents, avec une planification qui là va se faire dans le futur à 7 ans, mais ici, comme il restera 5 ans, la prochaine planification se fera sur 5 ans. Donc ça, c'est déjà un premier grand changement au niveau de cette relation apiculture-agriculture. Donc l'apiculture, demain, au niveau européen, sera vraiment totalement intégrée à l'agriculture. C'est un élément. Alors c'est un élément assez symbolique et qui est vraiment important. Et c'est vrai qu'on a essayé d'intégrer beaucoup plus les pollinisateurs dans le monde agricole et même d'utiliser les pollinisateurs comme indicateurs. Malheureusement, je crois que c'est la semaine dernière, c'est un élément qui a été supprimé du dossier. Donc, les pollinisateurs ne seront pas utilisés en agriculture comme étant des contrôles, pas en tout cas dans un premier temps, ce qui est vraiment fortement dommageable pour nous, parce que c'était vraiment une de nos requêtes. Maintenant, on a la possibilité d'introduire des mesures agro-environnementales, ou du moins ce qu'on appelle des éco-schemes, donc des éco-régimes. C'est du jargon, mais ça veut dire qu'on pourrait très bien donner des primes aux agriculteurs qui respectent toute une série de conditions qui sont favorables aux pollinisateurs. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais les naturalistes ont très très peur d'avoir des paquets intégrés. Ils ne veulent pas intégrer l'aspect pesticides et gestion des pesticides dans ce paquet-là, ce qui nous semble complètement aberrant, parce que si on fait de l'amélioration de florale et que derrière on continue à utiliser de la même façon les pesticides, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Donc, ce qu'on demande à notre niveau, c'est d'avoir vraiment une vision très, très intégrée. Alors, c'est étonnant, ça bouge beaucoup. On a eu, la semaine dernière, je crois, une réunion au niveau de la FNSEA, c'est la foi française. La foi participait à cette réunion. Et on a eu une réunion avec deux interlocuteurs qui étaient extrêmement intéressants. C'était quelqu'un de la DG Santé qui montrait l'évolution de ce qu'on appelle le guide qui permet de tester les produits. Là, je peux vous dire que ça va vraiment dans le très bon sens. Donc, tout ce travail qui a été fait depuis des années est en train de porter ses fruits. Donc, la façon dont la commission va évaluer les nouvelles matières premières, ça va vraiment dans le très bon sens. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est de nouveau parti pour des heures, mais il y a aussi une autre présentation qui était tout à fait remarquable, c'est de la part de la DG Environnement qui a montré son plan pollinisateur. Ils sont arrivés à développer toute une série d'outils au niveau des pollinisateurs qui, je veux dire, quand la personne avait amené son plan il y a 2 ans,
je me suis dit, c'est pas possible, il va jamais parvenir à réaliser. Eh bien, on constate aujourd'hui que ce plan est en cours de réalisation et fonctionne drôlement bien. Ça veut dire qu'on va avoir des inventaires des pollinisateurs sauvages, on va pouvoir évaluer les densités, on va pouvoir faire tout ça et intégrer de plus en plus les pollinisateurs, que ce soit des pollinisateurs domestiques ou sauvages, dans toute cette politique environnementale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ouais, je vais te couper pour le monde agricole, sinon on n'aura pas le temps de finir nos points. Je crois qu'il y a un gros dossier aussi, c'est les pratiques apicoles, quand même, pour l'apiculture. Les pratiques apicoles. Alors bon, naturellement, il y a toujours ces bonnes pratiques apicoles avec le guide de bonnes pratiques sur lequel j'ai commencé à travailler, mais c'est vrai, il ne reste pas beaucoup de temps et donc je vais essayer quand même de le clôturer pour cette année. Donc revoir un peu ce guide qui maintenant commence à dater, il y a pratiquement 10 ans qu'il a été fait. Et donc il faut le... Tu fais ça en collaboration avec la Flandre? Donc on fait ça naturellement comme la première édition, donc en collaboration avec l'Université de Gand, avec l'ILVO, et ce sont des gens super compétents, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. On travaille vraiment en synergie totale. C'est toujours sous contrôle naturellement de la FAB. Hein, c'est la FAB qui gère le guide de bonnes pratiques au côté wallon, donc il ne faut pas l'oublier. Et donc avec les apiculteurs seront certainement consultés, etc., pour voir les modifications, si ça leur va ou pas. C'est quand même un plan du secteur, il ne faut pas l'oublier. C'est le secteur apicole qui gère le guide. Et donc moi je fais ça dans le cadre du programme Miel, et c'est un boulot donc que je dois développer plus que ce que je le fais pour le moment. Mais il y a un autre volet qui est quand même extrêmement important, c'est cette nouvelle façon de revoir les abeilles. On parle beaucoup d'apiculture durable, de la durabilité de l'apiculture. Ça veut dire quoi? Et là, ça remet en question la façon dont on gère les abeilles. Là, on parle aussi, ces dernières réunions au niveau européen, du bien-être animal. Est-ce qu'il faut intégrer l'apiculture dans le bien-être animal? C'est une question qui a été discutée pendant 1 heure sûrement lors de la dernière réunion de la FAB. Donc vous voyez, j'amène tous ces sujets sur la table. Et on en discute beaucoup au niveau du CARI. C'est vrai qu'Agnès met énormément dans la réflexion. Et c'est vrai que ce sont des dossiers qui sont essentiels. Vers quoi va-t-on? Vers quelle apiculture va-t-on? C'est vrai que dans le cadre de BioWallonie, il y a toute une plateforme qui s'est mise en place pour justement voir comment voir l'apiculture plus naturelle, plus respectueuse, qui va vraiment vers un meilleur respect des abeilles et vers une durabilité. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui se fait ici pour le moment en Belgique. Nous sommes pratiquement pionniers dans ce domaine. Et il faut savoir que cette notion est aussi amenée, je vais dire, j'ai poussé aussi, au niveau Apimondia et au niveau de la FAO. Il y a un rapport qui est sorti au niveau FAO qui tient compte de ces éléments, qui en parlent. Et donc, on parle de bien-être animal dans le document de la FAO. Ah oui, donc c'est une révolution copernicienne pour l'apiculture, apparemment, qui est annoncée. C'est une révolution, c'est vraiment une révolution. C'est une remise en question. L'apiculture, pendant des années, s'est dit, moi, ce que je fais, c'est parfait. Et on est en train de se dire, mais en fait, tout ce qu'on fait n'est pas toujours parfait. C'est vrai qu'il y a des abus. Enfin, je peux aussi en parler. Il y a des abus quand on voit, est-ce que c'est normal d'acheter une colonie en Nouvelle-Zélande, de la faire débarquer au Canada pour produire du miel, et l'hiver, elle meurt? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est logique de faire venir des abeilles par avion cargo, des paquets d'abeilles? Est-ce que c'est normal? Non, certainement pas. Donc il y a des abus qu'il faut dénoncer, parce que c'est ça qui va... Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés au respect des animaux. Alors, ici, on n'a pas beaucoup parlé d'insectes pollinisateurs, mais les pollinisateurs, c'est quand même... Et les abeilles, c'est un sujet très, très sensible pour la population. Et dès qu'ils perçoivent le fait qu'on peut éventuellement leur faire du mal, entre guillemets, les stresser, ça va poser des problèmes aux apiculteurs. Et les apiculteurs sont de plus en plus pointés du doigt, entre autres par les naturalistes. Vous êtes en train d'utiliser toutes les ressources alimentaires de nos abeilles solitaires, vous êtes en train de nourrir vos colonies avec du sucre et vous leur enlevez le bon miel dont elles ont besoin, vous êtes en train de... Et donc, on se retrouve dans une situation qui est un peu la situation qu'ont vécu les agriculteurs il y a une dizaine d'années. C'est vous qui polluez, c'est vous qui ci, c'est vous qui ça. Donc, et aujourd'hui, ce style de mouvement nous attaque aussi. Et c'est à nous remettre en question et à montrer clairement qu'on ne veut pas travailler comme ça, que nous respectons les abeilles, que nous respectons les pollinisateurs. Et ça, je crois qu'il faut vraiment conscientiser les apiculteurs, conscientiser le monde apicole et qu'on change quand même certaines techniques. Enfin, donc c'est tout un futur. Donc rendez-vous bientôt là. Oui. Et alors, il y a un chapitre, un dossier vraiment, dont très, très important, c'est la qualité des produits, l'adultération. Tu parles du
du consommateur, mais bon, là, il en entend vraiment beaucoup parler. Il n'y a pas un danger si là aussi le monde apicole ne réagit pas. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ces grands dossiers d'adultération qui nous dépassent un peu, puisque ça fait partie du marché international, mais on en a les conséquences. Les conséquences, on les a vécues avec la cire, hein, la cire adultérée, avec les stéarines, etc., qui tuaient vraiment clairement le couvain. Donc là, je crois que l'AFSCA a réagi de façon remarquable. Nous étions pratiquement les pionniers au niveau européen, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc l'AFSCA a réagi immédiatement. Dès que la FAB a pris contact, ils ont lancé des études. Et il y a Wim Redbroek qui a fait des études qui étaient quand même clés. Aujourd'hui, c'est l'Université de Liège qui travaille pas mal là-dessus. Et ils ont développé maintenant, ils en sont à leur deuxième, c'est pas leur troisième projet sur la qualité des cires. Donc, c'est vraiment tout un suivi aussi qu'on peut assurer. Donc, côté cire, je crois qu'au niveau de la région Wallonne, nous sommes vraiment les leaders en matière de qualité cire. Il faut savoir que ça, c'est un produit, mais il y a le fameux projet Bissing qui, je veux dire, au niveau d'une centaine d'apiculteurs ont analysé le pain d'abeille, le miel et la cire. Donc, ça fait, par échantillon, ça fait 7 échantillons par rucher sur une année. Et donc, maintenant, on a une espèce de carte d'identité sur 130 produits. On a une carte d'identité des produits qu'on retrouve dans les produits de la ruche et des zones dans lesquelles on retrouve le produit. Et un petit truc qu'on a mis en place, ça c'est le CRA qui a mis ça en place, dans le cadre du projet Bissing, il y a une carte, je ne sais pas si elle sera disponible ou pas, qui vous montre exactement en fonction de la commune dans laquelle vous êtes, la zone kilomètre 3 km sur 3 km, le risque de pesticides que vous allez retrouver dans vos produits. Donc cette carte, elle existe aujourd'hui, grâce à ce projet Bissing. Donc c'est un outil merveilleux, parce qu'en fonction de l'endroit où vous êtes, vous savez plus ou moins le risque d'être contaminé ou pas. Très, très intéressant. Les gens qui font de la récolte de pollen, etc., c'est une carte qui est remarquable, naturellement. Parce que là, vous savez d'office où vous pouvez produire du pollen qui n'aura pas de résidus ou très peu de résidus, et là où vous risquez d'avoir des problèmes. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la recherche des contaminants, et c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif à ça. C'est extrêmement important. C'est évolutif aussi. Ça va évoluer, j'imagine. Ça change tout le temps, de nouveaux produits arrivent sur le marché tout le temps, et ça, c'est un des sujets de demain. Comment trouver un outil qui nous permette d'avoir justement ce style de cartographie de façon évolutive. Ça, ce sont des projets pour le futur. Mais il y a un autre point qui est extrêmement important, parce que tu parlais par rapport aux consommateurs, il y a aussi l'aspect normes. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai passé énormément d'énergie cette année-ci à suivre les dossiers ISO. Donc, ISO, c'est une norme principalement liée à la commercialisation internationale. Alors, vous me direz, en Belgique, les normes ISO, mais ce qu'on constate, c'est que les marchés des produits de la ruche sont des marchés internationaux. Donc, si vous jouez juste au niveau de la Belgique, ça ne sert à rien. Même au niveau européen, ça ne sert à rien. Toutes les propolis, que ce soit de la propolis, que ce soit je sais pas moi, la gelée royale, etc., ça nous provient toujours, ou pratiquement à 80 ou 90% de trucs hors Europe. Et donc, si on n'établit pas des règles au niveau du marché international, on reçoit n'importe quoi. Soyons clairs, je vais caricaturer un peu la chose, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y avait pas de définition. Il faut savoir que dans la future PAC, nous aurons des définitions des produits de la ruche. À moins que le Conseil des ministres change encore un truc, mais normalement, la définition des produits de la ruche, là, je me suis battu là-dessus depuis 10 ans, donc il ne faut jamais perdre espoir. Nous avons la définition des produits de la ruche dans la future PAC. C'est du long haleine, mais bon, on y arrive. Donc au niveau ISO, par contre, là, je me suis battu parce que pour garder toujours ces normes de qualité et pas travailler sur oui, il faut ouvrir le marché, donc on doit travailler à la baisse. Donc, qui parle de qualité, ça veut dire normalisation au niveau de la traçabilité, de l'origine, des bons critères qui établissent ce qui est vraiment la qualité du produit. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, parce que vous êtes confronté à un marché international qui ne vise qu'une chose, c'est d'ouvrir le marché et pouvoir commercialiser sous un pseudo-label de la merde, excusez-moi, c'est ça. Donc, il y en a qui sont super, qui travaillent merveilleusement bien, qui cherchent la qualité. Heureusement, cette tendance est dominante dans les groupes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je travaille beaucoup sur le propolis, sur le pollen. Le miel, c'est un groupe qui va redémarrer seulement la semaine prochaine. Il est resté en sourdine très, très longtemps. Ça, c'est tout le problème d'humidité dans les miels. Comment est-ce qu'il faut gérer l'humidité? Est-ce qu'on ne doit pas interdire tout ce qui est déshumidification du miel?
c'est vraiment un sujet extrêmement, extrêmement difficile. Et donc, il y a tout le problème d'adultération des miels, etc. Là, j'ai aussi passé des heures là-dessus à me battre pour dire, mais attendez, on ne peut pas interdire complètement toute déshumidification du miel. C'est quoi, si on passe de 20% à 18%, ce serait interdit. Ça veut dire qu'au niveau de la Belgique, un tiers des miels fermentent. Un tiers ne sont pas commercialisables. C'est impensable. On ne peut pas laisser passer des normes comme ça. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Mais c'est très difficile parce qu'on a un marché asiatique qui est un marché où les miels sont récoltés sous forme de nectar. Donc, ils ne sont pas maturés dans les ruches. Alors, comment faire la différence entre les produits? Ça, c'est tout un challenge sur lequel on travaille pour le moment. Mais on est en compétition avec des miels qui ne sont pas des miels. Le gros problème, il est là. Quand ils ne sont pas adultérés vraiment. Ça, c'est tout le problème d'adultération produit. Là, c'est terrible. C'est terrible. Oui, on sent que tu es passionné par le sujet, en tout cas. Mais là, c'est vrai que je suis souvent demandé maintenant comme conférencier international. J'ai fait conférence pour les Anglais. Il y avait, je crois, 5000 personnes qui assistaient à la conférence. Je n'avais jamais eu ça. Ça, c'est Zoom. Hein. Dans une salle, vous ne savez pas mettre 5000 personnes. Et en Slovaquie, si je viens de donner une conférence en Finlande, je dois donner dans 15 jours une conférence au Danemark. Enfin, tout ça sans bouger au départ de ce bureau-ci. C'est assez... Toujours sur les problèmes de marché, adultération, etc., etc. Donc, en gros, tu es un expert international de ce dossier-là et on a parfois du mal, évidemment, à mesurer tout l'impact de ce travail en sourdine, de ce travail de fond sur la consommation de miel et le marché du miel local. Mais en fait, il y a un très, très, très gros enjeu qui se profile. Hein. Oui, ici, c'est vrai qu'ici en Belgique, on vit une situation un peu privilégiée. On est en vente directe avec encore une grande confiance du consommateur. Mais je vois dans d'autres pays, cette confiance consommateur est en train de s'effondrer, dû justement au fait que on est en compétition avec des miels qui sont de plus en plus frauduleux, entre guillemets. Même, et on a clairement mis en évidence que malgré des analyses hyper sophistiquées, on ne parvient pas toujours à mettre en évidence l'adultération. Donc, quand les consommateurs voient ça, ils se disent, bah, attendez, moi je paye cher pour acheter du sucre, soyons clairs, dans leur tête, c'est un peu ça, et prouvez-moi que c'est quand même pas, que c'est vraiment du miel. Et je suppose que les gens qui font les marchés, etc., doivent l'entendre. Est-ce que c'est vraiment du miel? Est-ce que vous n'avez pas ajouté du sucre dans votre miel? Avant, on disait ça parce qu'il y avait des cristaux. Maintenant, plus du tout. Ils voient le beau pot de miel et ils se disent, est-ce que vous n'avez pas rajouté de sucre dedans? C'est une question qui ne se posait jamais avant. Donc, quand on parle d'adultération, il faut vraiment faire extrêmement attention par rapport aux consommateurs. Quelle information est-ce qu'on doit faire passer? Est-ce qu'il faut faire passer l'information auprès des consommateurs? Et les journalistes, naturellement, ça c'est génial, ils adorent. Hein. Ça fait les grands titres. 30% du marché du miel, ce ne sont pas des miels, on vous vend des sirops. Naturellement, le consommateur qui voit ça, waouh! Il faut savoir que Test Achat va relancer un test consommateur pour le moment, sur les miels. Et que le gros problème auquel on est confronté en matière d'adultération, c'est qu'aujourd'hui, les techniques de détection sont tellement, tellement sensibles que dès que vous avez 2-3% de remontée de sirop liée à des sirops d'hivernage, etc., pouf, on est positif. Et donc là, on vous considère, vous le petit apiculteur qui a vraiment il a pensé à rien, vous avez simplement récolté votre miel de printemps, et dans votre miel de printemps, malheureusement pour vous, on retrouve 3-5% de sirop de nourrissement. Mais là, vous êtes considéré comme adultéré. Et donc, vous êtes considéré comme un fraudeur. Donc, faites quand même très attention, ne laissez pas trop de réserve hivernale, etc., etc. Là, c'est de la bonne pratique qui doit être mise en place. Mais au niveau du marché du miel, maintenant, c'est vrai qu'on a assisté à des choses qui sont affreuses. Le gros problème, c'est que les apiculteurs rentrent en compétition avec des miels qui ne sont pas des miels, et que le prix d'un miel comme ça, bas de gamme, rentre à 1 euro sur le marché. Et nous, les coûts de production minimum sont de 3,50 €, 3,60 € en fonction des pays européens. Donc, on ne sait pas rentrer en compétition. Alors, les apiculteurs sont là en train de dire on récolte de moins en moins, ça a été le cas l'année passée, très très mauvaise récolte au niveau européen, cette année-ci, très mauvaise récolte, et les prix n'augmentent pas. Pourquoi? Parce que, bon, qu'est-ce qui remplace? Des miels d'import qui ne sont pas des miels. Et donc là, on est vraiment confronté à un problème terrible. Bon, c'est vrai qu'on a peu d'apiculteurs professionnels en Belgique et en Wallonie, mais si on veut développer une filière, si on veut donner une âme et un volant économique aux gens qui voudraient se développer, et l'apiculture ici en Belgique est de plus en plus intéressante parce que les capacités de production deviennent très, très, très importantes par rapport à d'autres pays du Sud.
le sud de la France récolte 12 à 14 kilos de miel par an. Ici, on est à 24, 27 kilos de miel par an. Donc, économiquement parlant, et en plus, le prix du miel en Belgique est bon. Donc, économiquement parlant, on a intérêt en tant que professionnel à s'installer en Belgique et pas aller dans le sud de la France. Vous voyez un peu, on est dans des choses comme ça aujourd'hui. Les gens vont penser comme ça. Mais donc, le marché, le gros problème, c'est qu'en Belgique, quand vous faites plus d'une tonne ou 2 tonnes de miel, pour l'écouler en vente directe, c'est pratiquement impossible. Donc, vous tombez sur les prix du marché international. Et là, c'est... Alors, ici, en Belgique, on a encore de la chance, on tourne autour de 6,50 € pour le marché de gros. Il y a encore des conditionneurs qui veulent bien vous le racheter à ce prix-là, parce que c'est du miel belge. Mais normalement, vous êtes avec des prix qui tournent plutôt autour de 3,40 €, 3,50 €. Donc là, c'est parce qu'il y a relativement peu de miel, mais si on arrive à monter la masse de miel, les prix chuteraient beaucoup plus. Et le gros problème, c'est qu'on est en compétition sur les marchés, etc., avec des miels qui sont plus vraiment des miels, entre guillemets, belges. Et donc là, les prix au niveau consommateur, c'est vrai qu'ici, maintenant, le prix a encore augmenté cette année-ci, mais on est avec un prix qui approche pratiquement les 14 € de moyenne du kilo. Et c'est vrai que par rapport à des miels d'import, on se retrouve avec des miels qui sont vendus à 6-7 € le kilo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, j'ai analysé le marché avec tous les trucs très, très bizarres qui se passent sur le marché. C'est très, très, très étonnant. Des volumes de miel le Vietnam qui vend 15 000 tonnes de miel aux États-Unis et les États-Unis importent 35 000 tonnes de miel vietnamien. Comment est-ce qu'on peut expliquer des choses comme ça? Dans le bateau, à mon avis, il doit y avoir des mélanges. Je ne sais pas, mais quand on analyse des choses comme ça, on se dit, mais c'est un truc de fou, quoi. On est dans un marché de fou. Ouais, il n'y a pas beaucoup de transparence apparemment dans ce marché. Nous, ça, c'est une traçabilité. On demande une traçabilité totale. Parce qu'on a établi tout un plan stratégique en urgence. Plan stratégique, on a rencontré les gens de la DG Santé, le cabinet du commissaire, hein, de la DG Santé, de la DG Agri. Donc, on a rencontré la chef de cabinet de la DG Agri, donc la commission au niveau de l'agriculture. Elle nous a promis de faire quelque chose pour le miel. Et de fait, quand même, dans le fameux, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un plan Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette. Et là, il y a tout un volet étiquetage et valorisation produit, avec tous les étiquetages nutritionnels, etc. Et il y a une consultation qui va se faire auprès de la population européenne. Et dans cette consultation, il y a tout un volet sur le miel. Alors, de grâce, répondez à cette consultation. Le jour où elle arrivera sur la table, on va essayer de la diffuser au maximum. Il faudra répondre en disant oui, il faut une traçabilité, oui, il faut un étiquetage. C'est quand même notre credo à tous. Étiquetage, avoir tous les pays sur l'étiquette, etc., etc. Ça, je crois que on a appris cette nouvelle, moi j'ai appris ça avant-hier, parce que j'ai eu une rencontre avec une personne de la direction de la DG Agri qui nous a dit tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment un transfert d'informations. Ça arrive, je transfère et je vous donne l'information. Donc, tu es un maillon dans un grand réseau d'informations dont on bénéficie. Ça, c'est le résumé. Et on ne peut que te remercier pour tout le travail que tu as fait. Et que tu as eu du mal et que tu as eu quand même un petit peu de mal à synthétiser. On aurait envie, en fait, de refaire des vidéos spécialisées dans chacun des grands dossiers que tu as évoqués, donc les 6 grands dossiers que tu viens d'évoquer. Mais bon, ça sera peut-être... Je suis désolé, j'étais un peu long, mais Non, 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 c'est ça sera pas trop long. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Et s'il y a des questions, je suppose que ça viendra pour le jour enfin, la journée de Namur, entre guillemets, un peu transposée numérique. Et là, bon, bah, tu répondras à toutes les questions des apiculteurs wallons et bruxellois. À bientôt. Merci.